C'était une bonne année ciné 2022. Hein. Les salles ont rouvert, c'est la première année où on tourne des vidéos où on n'a pas d'interruption. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on a vu quasiment que des trucs géniaux, quoi. Alors, que des trucs géniaux, j'irai pas jusque-là. Ouais. Tu veux dire qu'il y a quand même pas mal de... Ah bah attends, je vais te montrer. Ouais. Bonjour à tous, ici le Geekophile, je suis toujours avec Florent. Salut. Et on se retrouve cette fois-ci pour la gueulante sur les films, le flop 10 de l'année 2022. Donc on va vous parler de 10 films chacun, enfin un peu moins, mais 10 films chacun à peu près, qui nous ont pas plu, qui nous ont vraiment déplu, ou qui sont vraiment tellement déceptifs qu'ils sont au-delà de la déception, ils sont vraiment dans le flop. Donc on va commencer tout de suite. Alors je te laisse commencer avec Ambulance de Michael Bay. Ouais, alors de base je suis pas forcément un grand fanat de Michael Bay, mais je lui reconnais une certaine réalisation et certain intérêt pour certains films d'action où on pose le cerveau et puis on se laisse porter par le film. Le problème avec Ambulance, c'est que pour moi c'est caricatural de Michael Bay, parce que il y a vraiment des fois des mouvements de caméra qui ne servent à rien, mais vraiment parce que Michael Bay adore faire un tour d'une tour, et ben on voit un super plan drone ou un super plan hélicoptère, je sais pas, mais puis tu dis oui, bah voilà, c'est bien, et puis le scénario est un peu simpliste, voire les personnages même pas forcément toujours compréhensibles, parce que le concept c'est des mecs, ils font un braquage, et pour s'enfuir, ils vont se retrouver avec une ambulance qui va aller outre l'interdiction de se rendre sur le lieu du braquage, parce qu'il y a un policier blessé, et du coup ils vont se retrouver pris en otage, cette ambulance, donc cette infirmière, avec un flic blessé et les deux braqueurs. Et donc on a cette course-poursuite qui va se faire dans toute la ville, et qui est un peu longuette, pour dire que c'est une course-poursuite, c'est quand même un peu emmerdant, je trouve. Et en fait, ce qui m'a vraiment sorti du film, ce sont les dialogues qui sont pas super bien écrits, et puis les personnages qui ont une évolution qui est un peu bizarre, un personnage qui dit non, moi je me fais plus de braquage, et puis en 30 secondes il est convaincu, il dit oui bah de toute façon là on part au braquage maintenant, tu viens avec nous. Ah bah ok d'accord. Et vraiment c'est beaucoup de choses comme ça qui m'ont fait faire ouais, alors c'est un peu fort en pomme quand même. Pour fort en pomme. Ouais, c'est ça comme expression. Alors qu'est-ce que tu as pensé de l'opération qui se passe, de l'opération médicale dans le cadre... Oui, bon après j'ai laissé de côté le côté médical, parce que sinon là c'est une cata. Ouais. C'est une cata. Bah, déjà rien que le fait que l'ambulance rentre, en fait c'est assez terrible, mais on a les ambulanciers, les urgentistes ont comme consigne que s'il y a un risque pour les secouristes, par exemple pour les attentats du 11 novembre, c'est assez tragique, mais tous les services d'urgence, pompiers et ambulanciers et SAMU sont interdits de rentrer tant que la police n'a pas sécurisé. C'est assez tragique, parce qu'on se dit ouais mais bon, faut aller sauver les gens. On peut pas aller sauver les gens, et c'est pour ça qu'on perd des fois beaucoup de gens qu'on aurait peut-être éventuellement pu sauver, mais parce que si on met les secours, les terroristes des fois ce qu'ils prévoient c'est de faire péter les secours, parce que c'est plus emmerdant, et c'est vraiment des fois il y a double bombe, donc c'est pour ça que tant qu'on n'a pas sécurisé, on préfère, c'est un peu horrible aussi de dire ça, mais on préfère que les flics se prennent une bombe plutôt que les secouristes, parce que les secouristes, s'il n'y a plus de secouristes, on va être doublement emmerdés. Donc voilà, donc c'est rien que le concept de base du film est un peu bancal. Ça, si on passe outre, ça va, mais globalement le film je le trouve quand même très cliché et très mal écrit. Bah en fait, on l'a vu ensemble. Moi je considère que c'est pas un bon film, mais c'est un film que j'ai bien aimé. Voilà, c'est cette catégorie-là où je me dis ouais, je vais pas passer un mauvais moment. Alors moi en numéro 10, j'ai mis I Wanna Dance With Somebody de Kazi Lemon. Donc c'est le film sur Whitney Houston. Ouais. Voilà, le biopic, mais le biopic dans tout ce que ça a de plus classique, cliché, convenu, prévisible, sans âme, sans aucune idée de réalisation, avec juste une actrice qui ressemble à Whitney Houston, et puis on va repasser par toutes les étapes de sa vie de façon ultra géographique, avec, je dis, aucune idée, et des acteurs
à part cette actrice qui est plutôt douée, tous les acteurs sont ultra clichés. Il y a peut-être aussi le personnage du manager, là, qui est pas mal, là, qui a une belle évolution. Mais oui, il y a, voilà, je pense au personnage de son copain, là, je crois, Brown, c'est ça, ouais. À un moment, voilà, il devient violent, mais c'est la caricature de gars violent, genre Whitney, tu prends de la drogue. C'était risible, et puis oui, t'en retiens rien. Il y a un autre film dont on parlera dans une autre vidéo, mais qui pour moi est bien meilleur dans l'idée que je me fais d'un biopic. Voilà. L'année dernière, il y a 2 ans, je crois que c'était 2 ans, il y avait Respect qui était sorti au cinéma, et je crois que j'avais à peu près les mêmes critiques envers Respect. Donc c'est l'espèce de carcan, genre tu veux faire un biopic, voilà, t'as un truc clé en main. C'est ça. Puis il suffit de changer le nom et c'est réglé. Tu coches les cases. C'est tellement faiblard et paresseux. Alors en numéro 9, tu as mis un film de super-héros, Le Samaritain de Julius Avery. Alors c'est pas ni un Marvel ni un DC, là cette fois-ci c'est un film avec le retour de Sylvester Stallone qui fait un genre de super-héros repenti, on va dire, qui est plus à la retraite, et qui va être sorti de sa retraite par un super méchant qui apparaît, et il va se retrouver obligé de se réimpliquer. Bon, que dire de ce film si ce n'est que c'est très classique, très prévisible et très redondant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flashbacks qui nous font comprendre pourquoi il a arrêté ce personnage-là. Et en fait, le problème c'est qu'il y a genre 4 flashbacks, sauf qu'au premier flashback, on a compris ce qui allait se passer à la fin. Et c'est emmerdant. En fait, parce que du coup les 3 autres flashbacks on dit oui on a compris, parce que on va appuyer plus en plus, parce que vous avez pas compris la première fois, on vous le remet, etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça, et donc du coup ça a un peu longué, vraiment longué même. Donc très emmerdant de voir un film très classique comme ça surtout. Et puis il y a la relation avec le gamin qui fait énormément penser à Terminator 2, mais rien d'attachant, je veux dire, même les dialogues et tout. Truc avec son marteau, alors il faut qu'il touche de l'eau pour reprendre ses pouvoirs, et puis pas intéressant. On se demande s'il n'y a pas une inspiration avec Incassable, mais en moins bien. Oui, tout clairement, ouais. Alors moi en numéro 9, j'ai mis Murder Party de Nicolas Pleskov. Alors c'est un film français, quand l'affiche est sortie, tout le monde a dit hey, ça ressemble quand même vachement à Couteau tiré, c'est copier-coller. Et d'autres qui disaient mais non, en fait les deux sont inspirés de Cluedo, donc c'est normal que ça se ressemble, etc. Mais le film, en fait, tu vois qu'il est très inspiré de À couteau tiré. C'est en fait une famille très riche qui a fait toute sa fortune dans le jeu de société. Et en fait, ils organisent des murder parties. Donc il y a un gars qui est invité là-bas, voilà, il se retrouve, il fait « Ah, c'est quoi le jeu aujourd'hui ?» Bah en fait, il va falloir déjouer une enquête, tout ça, trouver qui est le meurtrier. Mélangé avec une sorte d'escape game. Donc à un moment il se retrouve dans des pièces et puis il faut allumer des objets. C'est ultra confus, il n'y a rien de vraiment attachant, il n'y a pas vraiment d'enquête prenante. Et tu vois que c'est inspiré de plein de trucs, mais c'est très maladroit. Il y a quelques codes couleurs, il y a des acteurs qui viennent d'un peu partout, dont Alice Paul, qui est quand même presque un gage de mauvais film. C'est un gimmick. Et là je m'étais dit, ok, il y a elle, c'est pas bon, mais peut-être que l'idée peut amener à quelque chose d'original dans le cinéma français. Et ben non. Et je suis le premier déçu parce que franchement, des murder parties cette année, il y en a eu 3-4. Il y a eu Glass Onion que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu Coup de théâtre, qui était pas mal. Et il y avait l'énième adaptation de Mort sur le Nil, qui était dispensable. Qui aurait presque pu apparaître dans le flop. Il était, pour moi, il était peut-être 12ème sur le flop. Ouais, pareil. Mais là, force est de constater qu'en France, on a fait le pire de ce choix. Alors, en numéro 8, tu as mis Beast de Balthazar Kormakur. Alors Beast, pour raconter très rapidement, on a une famille avec donc le papa qui est Idris Elba qui arrive avec ses 3 filles. Ils vont faire un safari en Afrique avec un ami à Idris Elba. Lui est médecin, le mec son pote est vétérinaire. Du coup ils vont faire ce safari, sauf que il y a des braconniers qui ont énervé un lion.
et le lion va faire un massacre. Ouais. Et c'est tout, c'est le scénario. Et après, on coche toutes les cases du, entre guillemets, slasher animalier, on va dire. Mais même pas, en fait, parce que ça va être une course contre le lion avec un lion en CGI assez atroce. Ouais, c'est vrai que c'est très dommage. Assez atroce. Un scénario, en fait, qui, au final, n'est pas si inquiétant que ça, parce qu'il y a un seul personnage sur lequel on peut être vraiment inquiet, c'est l'ami, parce que on se dit Idris Elba c'est le père, il y a peu de chances qu'il meure parce que c'est le héros principal et c'est Idris Elba, donc dans un film comme ça il y a peu de chances parce qu'il n'y a pas d'autres acteurs vraiment gros acteurs. Les enfants non plus, t'es pas trop. Nos enfants, t'es pas inquiet du tout parce que bon bah tu dis c'est des enfants, c'est Hollywood, c'est un film grand public entre guillemets, enfin un film blockbuster, donc faut pas trop tuer les enfants. Et du coup, puis les braconniers, on s'en fout. Donc en fait, globalement, il n'y a pas tant d'enjeux que ça dans ce film. Après, il y a des séries B que t'as déjà vues, que t'as déjà beaucoup aimé. Genre l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y avait Enragé. Oui. Le scénario était très simple. C'est ça. Mais il y avait un côté fun. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas. Il développait son intrigue, où t'avais des personnages qui faisaient des trucs de ouf. Mais là, en fait, même là, c'est assez faiblard. Ouais, la menace, c'est pas incroyable. Enfin, ouais, c'est pas. C'était très décevant. Alors, moi, en numéro 8, j'ai mis un film que tu as peut-être mis un peu plus haut dans ton classement. J'ai mis Moonfall de Roland Emmerich. Alors, force est de constater que là, on a quand même Michael Bay et Roland Emmerich dans un flop. Sachant qu'ils étaient souvent comparés, ils finissent au même endroit. Ah, ouais, c'est dommage. Alors, Roland Emmerich qui, cette année, nous a fait donc la Lune qui est creuse et en fait, qui est presque téléguidé pour détruire la Terre. Et là, sur Terre, on se dit ah mon Dieu, mais il faut qu'on envoie des cosmonautes dans la Lune. Et pour nous aider, on va faire appel à un conspirationniste qui finalement savait tout depuis le début. En fait, j'ai l'impression que Roland Emmerich, il a déjà fait des scénars qui étaient très cons, mais qui étaient plutôt fun, où on se disait mais quel con, mais c'est quand même sympa. Ouais. En même 2012, tu lui dis oh oui, c'est rigolo, c'est rigolo. Et là en fait, c'est ennuyeux quoi. Tu te dis ah oui, tu pars là-dedans, d'accord, ok, la Lune qui était colonisée avant, il y avait des gens qui habitaient dedans. D'accord, c'est en fait tu regardes ça presque d'un œil un peu distrait quoi. Il y a même plus vraiment, il a perdu même l'intérêt pour les gens qui pouvaient le défendre sur le truc le plus con au monde. Mais là c'est navrant, c'est presque triste en fait de le voir tomber là-dedans. Et visuellement c'est dégueulasse. Oui. Enfin, peut-être que t'en parleras plus tard. Mais j'en parlerai, mais c'est vrai que c'est pas beau. Waouh, ça dégueule de couleurs, enfin c'est n'importe quoi. Et puis tu vois que les acteurs sont même plus impliqués. Ah bah non. Au Libéré, tu te dis mais pourquoi t'as joué là-dedans? Enfin, vraiment ça te fait de la peine, t'es dedans, mais pourquoi vous avez signé là-dedans quoi? En plus, des films d'espace, t'en as déjà eu plein récemment qui étaient très bons, et là t'as l'impression que le gars il dit non, je vais reprendre un petit peu ce qui a été fait et mélanger avec des trucs dégueux. C'est une soupe. C'est assez terrible. Alors, en numéro 7, tu as mis un autre film de super-héros, tu as mis Thor, Love and Thunder de Taika Waititi. Oui, et on arrive à faire le grand chelem de Marvel, parce que donc il était apparu dans les... Marvel va apparaître dans les flops de séries, si vous avez regardé des vidéos. Je spoil pas tout, mais en tout cas il y a du flop dans Marvel série, et il y a aussi du flop dans Marvel film. Et Thor 4, et bien le concept c'est Christian Bale qui joue Gore, le tueur de Dieu, et en fait c'est un mec qui est déçu de son Dieu, qui reçoit, il y a une épée qui vient à lui en lui disant voilà, eh bien tu es l'élu en gros pour tuer les dieux. Donc il va commencer à tuer les dieux. Et Thor dit voilà, il tue les dieux, il faut l'en empêcher. Et le problème, donc le concept en soi, le concept est pas mauvais. Moi je trouvais l'idée de Gore, le tueur de Dieu, je trouvais ça c'était bien de l'adapter. Mais fallait pas mettre Taika Waititi là-dessus, parce que c'est trop plein de couleurs, rien n'est pris au sérieux. Autant pour Ragnarok, je trouvais que ça passait parce que je me disais bon, ok, c'est une première fois où on tente un truc, c'est fun pour celui-là, mais là ça marche plus parce que là vraiment on a une menace qui est totalement décrédibilisée par l'humour et des blagues qui tombent tout le temps et qui sont drôles peut-être une fois des fois quand il y a des redondances,
Et après, c'est chiant, quoi. Notamment, je pense aux chèvres. Il y a des chèvres qui tirent le traîneau, comme dans la mythologie nordique. Mais là, elles hurlent. Donc la première fois, c'est rigolo. La deuxième fois, c'est un peu fun. La troisième fois, tu dis oui, bah. Et puis la 12e fois du film, tu te dis bon, bah, franchement, là, faut arrêter parce que c'est juste chiant. Et c'est ça tout le long. C'est énormément de pas de logique. Même dans le scénario, pas de logique. À un moment, Thor fait un truc qui va à l'encontre de ce pourquoi il était allé à l'endroit. Enfin, voilà. À un moment, voilà, c'est juste, je spoil un tout petit peu, mais sans vraiment dire. Il tue un dieu alors qu'il va voir des dieux pour leur dire il faut que je vous aide parce qu'il y a un mec qui veut vous tuer. Donc en fait la logique elle est pas là. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont assez terribles. Et puis même Gore qui donne des enfants pour leur faire des blagues. Ouais. Et qui dit mais t'es méchant, t'es gentil, t'es traumatisé mais pas trop. C'est trop surcapinancé. Et puis ouais, je trouvais que c'était pas très bien maîtrisé au niveau de l'humour. Et puis les règles sur le marteau à la fin elles sont quand même un peu nouvelles et un peu obscures, quoi. C'est des clés. Et en même temps, c'est un diffuseur de pouvoir. Ouais, c'est ça, bon. Alors moi, en numéro 7, j'ai mis After Yang de Kogo Nada. C'est son prénom, quoi. Une réalisatrice. Alors, là, c'est un film de science-fiction d'auteur du cinéma indépendant américain. Et disons qu'il faut bien retenir la dernière partie de ce que j'ai dit, plus que le mot science-fiction. Et le problème, en fait, c'est que donc c'est un film donc, où t'as Yang, un androïde, qui tombe malade, donc voilà, il est un peu en panne, et son propriétaire, donc Colin Farrell, essaie de le réparer, et entre dans sa mémoire, et dans sa mémoire, en fait, il revoit la vie à travers ses yeux. Donc le concept peut être joli, quoi. Oui. Mais le problème, c'est la forme du film. La forme du film, vraiment, c'est que des gens qui chuchotent pendant 1h30, 2 heures, genre c'est... je crois qu'on devrait faire ça, oui. C'est de la c'est vers le film, quoi. Ouais. Et puis, il y a un rythme qui est ultra soporifique. Donc, tu retiens une ou deux scènes par-ci par-là. Genre, à un moment, bah, t'as une histoire d'adoption parce que ils ont une gamine bah, qui est chinoise et lui-même est un androïde asiatique. Donc, il arrive à discuter avec elle. Et à un moment, il lui dit c'est quoi être adopté. Alors, il y a une espèce de métaphore par rapport à la bouture d'arbre, tout ça. C'est joli. Mais du coup, cette petite scène mise au milieu d'une espèce de marasme, d'un ennui. Il y avait, je crois, un journaliste qui avait dit que c'était un frigo. Et oui, c'est vraiment ça. C'est genre, t'es enfermé, t'as froid, tu sais pas où aller. Et c'est dévitalisant plus qu'autre chose. Et ouais, c'est genre de science-fiction d'auteur qui m'a laissé complètement sur le côté, quoi. Ouais. Donc vraiment dommage. Alors en numéro 6, tu as mis quoi? Mais t'es taré. Tu as mis Avatar, la voix de l'eau de James Cameron. Mais tu es malade. Comment t'as osé mettre ça dans un flop? Eh bien là, pour défurir ce film, bonne chance. Eh ben moi j'ai pas aimé du tout. Parce que pour moi c'est juste une performance technique. Et le problème c'est que c'est tellement... comment dire, c'est tellement peu intéressant dans le scénario et même dans l'univers. Je trouve que la principale reproche que je fais au film, c'est le manque de créativité, mais sur tous les points. C'est-à-dire qu'au niveau des personnages, au niveau de la création, de l'univers, les créatures, c'est des baleines, des requins et des poissons, et c'est pas tant... Enfin, elles sont pas si différentes de ce qu'on voit sur Terre. Les navis, globalement, c'est une métaphore des Amérindiens avec les Américains qui arrivent. Ça, on le savait dans le premier, mais globalement... T'as des espadons de poissons volants. Ouais. Mais ça reste des espadons avec des ailes. Mais ouais, mais c'est surtout les mêmes dragons volants du premier, mais en version ils volent pas bien, ils sont à moitié dans leur flotte. Ouais. Et en fait, voilà. Et il y a beaucoup de personnages. Coco Harridge, j'ai un problème avec son développement. Les enfants, j'arrive pas à m'attacher. Neytiri, Zoé Saldana, le personnage de Zoé Saldana, je trouve très dommage parce que ils en font rien et à part pleurer et hurler tout le long du film, je trouve ça assez dommage. Donc franchement, je m'attendais à rien parce que j'étais déjà pas fan du premier et je suis quand même déçu parce que voilà, visuellement c'est beau mais c'est tout. Et puis même au niveau visuel, il y a pour moi un problème technique,
C'est-à-dire qu'ils font du HFR, donc c'était High Frame Rate, donc il y a 48 images par seconde au lieu de 24 je crois. Je sais plus le nombre exact d'images, mais en tout cas voilà, il y a ça. Sauf que eux ils ont fait une alternance entre 24 images par seconde et 48 images par seconde. Et c'est ça mon problème. Le 48 images par seconde ne me pose pas de problème, il l'avait utilisé pour le Hobbit. Si les images sont belles, comme dans Avatar 2, eh bien ça passe bien. Mais dès le moment où tu fais de l'alternance 24-48, eh bien moi ça me pose problème parce que mon cerveau comprend pas pourquoi il y a moins d'images et donc, enfin comme le cerveau de beaucoup de monde, en fait on comprend pas pourquoi il y a moins d'images, donc ça fait un effet ralenti, un effet, mais pas un effet ralenti cool, un effet ralenti saccadé. Et ça m'a emmerdé, ça m'a vraiment emmerdé. Et voilà, et je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais si vous voulez un peu plus comprendre mon avis, je suis quasiment totalement d'accord avec Durandal. Donc si vous voulez voir la vidéo de Durandal qui dure 45 minutes, qui explique tous les points techniques et scénaristiques qui posent problème, pour moi je trouve qu'il a bien expliqué tout le truc, et lui il a fait une grosse vidéo de 40 minutes. Donc voilà, vous comprendrez mieux mon avis si vous comprenez la vie de Durandal. Donc t'es pas hypé pour le 3? Donc je suis pas du tout hypé pour le 3, et je suis même sorti en disant j'irai pas voir le 3. Waouh, dur. Alors moi en numéro 6, j'ai mis Sans répit de Régis Blondeau. Alors, il y a quelques années, il y a un film sud-coréen qui s'appelait Hard Day. Donc c'était un flic qui était un petit peu véreux. Il se retrouvait dans une affaire franchement risquée où tu avais les flics qui pouvaient lui-même l'attraper. Donc il devait faire une espèce de malversation avec un sac d'argent caché dans un cercueil, et puis voilà. Enfin, t'avais un truc qui était hyper effréné, super cool. Et là en fait, sur Netflix, on a eu la version française de ce film. Mais pas genre une réadaptation, non. Plan par plan, ce film. Mais sans ce fameux humour sud-coréen. Et là en fait, on a donc... Franck Gastambide, ils se sont dit hey, on va prendre Franck Gastambide, c'est une très bonne idée ça. Et on va refaire plan par plan toutes les scènes, mais où là t'avais une espèce d'humour irrévérencieux où tu te disais ah, j'espère qu'il va s'en sortir, oh le pauvre, ah c'est un salaud mais quand même j'ai de l'attaque pour lui. Là non, là c'est premier degré, c'est vraiment filmé comme une espèce de polar téléfilm classique français, mais là tout le monde se prend au sérieux et du coup bah ça n'a plus aucun intérêt quoi. Et visuellement c'est très très laid, donc c'est pareil mais en moche. Ok. Et je comprends pas cette idée. Alors il y a des amis qui n'ont pas vu l'original, qui ont vu celui-là, qui se sont dit oh c'est sympa, l'histoire elle se tient. Mais là il y a un autre film dont on parlera peut-être dans une autre vidéo. Si t'as vu l'original, c'est pas que celui-là ne sert à rien, c'est que celui-là fait mal. Voilà, donc okay. J'ai vraiment détesté l'idée même, jusqu'à l'idée même. Alors en numéro 5, tu as mis encore un film de super-héros. Ouais. Tu as mis Black Panther Wakanda Forever de Ryan Coogler. Oui, bah oui, je vous l'ai dit, le mais grand tout le monde a aimé ce film. Le grand chelem de Marvel, encore une fois. C'est vraiment très dommage ce film, parce que on introduit Namor, qui est un personnage qui est extrêmement intéressant et qui peut être extrêmement intéressant. Et là, on n'arrive pas à me convaincre. Moi, ça n'arrive pas à me convaincre parce que le scénario est beaucoup trop pleurnicheux. Alors, je comprends que c'est un hommage, hein, mais bon, un hommage de 2 heures, de 3 heures presque. Oui. C'est lourd, c'est très lourd, et surtout qu'il y a d'autres personnages qui périssent le long du film. Mais on revient toujours à Black Panther est mort. Alors oui, alors c'est pas un spoil. Hein. Et tout ça, et savoir est-ce que t'en es digne. Donc pour résumer très rapidement, le truc quand même, c'est que Black Panther est mort au début du film. C'est pas un spoil, l'acteur était décédé, donc ils avaient annoncé que Black Panther serait mort. Il meurt d'une maladie, on sait pas quoi, on est très flou là-dessus. Il y a aucune... Enfin, je trouve que l'émotion elle est coupée par un générique, voilà. Voilà, il n'y a que le générique que j'ai trouvé beau parce que il est silencieux, et puis il y a les 4 images enfin il y a toutes les images de T'Challa, enfin du personnage de Black Panther dedans. Fallait s'arrêter là. Et en fait, à chaque fois qu'on pense qu'on a fini avec ce deuil, on remet une couche. Et puis c'est long. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait vriller, c'est la fin où ça se transforme en film de Power Rangers. Il y a une scène de bataille où chaque personnage a une armure de couleurs différentes, et ça devient gaguesque de
On passe d'un truc vraiment très sérieux à ouais, c'est sérieux, mais on a quand même des armures jaunes, vertes, bleues et rouges. Ironheart, elle passe après Iron Man et son armure, on dirait vraiment Samus de Metroid, mais en version rouge, pimpant, moche. Et franchement, grosse déception. Alors que Rory Williams, c'est un personnage celle qui joue Ironheart, c'est un personnage qui est très intéressant dans les comics, qui est même disparu récemment des comics et il est très peu présent maintenant, c'est dommage parce qu'il est très intéressant. Mais là, non, c'est totalement pas intéressant, et puis même tout l'aspect géopolitique est très bancal et pas très bien amené. Je comprends totalement. Alors, moi, en numéro 5, j'ai mis Pinocchio. Quoi ? Le chef-d'œuvre de Guillermo del Toro ? Non, l'autre, le ridicule, la version de Robert Zemeckis pour Disney, sorti directement sur Disney+. Alors, j'ai l'impression que ce conte, au début, c'était vraiment un conte pour les enfants, pour expliquer que c'est pas bien d'être méchant, il vaut mieux être gentil. En gros, hein. Et on avait un personnage qui faisait des mauvaises actions, qui ensuite étaient réprimandées, et qui finalement évoluait pour à la fin devenir un vrai petit garçon. Tu vois cette métaphore. Dans la version de Disney des années 40-50, on avait plus ou moins ce livre. Je sais que c'était un petit peu édulcoré par rapport à la version. Bien sûr, Et là, en fait, c'est une version édulcorée d'une version édulcorée. Ça veut dire que là, on a Pinocchio qui se retrouve, par exemple, face à des gens qui sont en train de se transformer en âne, mais lui-même ne réagit pas comme un garçon mauvais, genre on est un peu à Las Vegas, tu vois, on fait que des trucs mauvais. Non, là, il fait la morale aux autres garçons. Donc tu te dis, mais le gosse est de base gentil, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il ait une leçon de morale ? Et tout a été aseptisé, je veux dire, il n'y a plus rien vraiment qui est marquant, et toutes les idées visuelles, c'est dégueulasse. Je veux dire, cette idée de baleine monstre où on échappe en faisant frapper ses pieds très vite pour transformer Pinocchio en une sorte de hors-bord, c'est pas une très très bonne idée, quoi. Et même visuellement, je trouve que Pinocchio en bois, mais alors en version effets spéciaux à fond, t'as plus d'âme dans l'œil. Je comprends même pas ce que Tom Hanks a foutu là-dedans. Après, c'est Robert Zemeckis, il a déjà tourné énormément avec Tom Hanks dans des films extrêmement longs. Voilà, Forrest Gump, tout ça, Retour vers le futur. Enfin, c'est un gars qui a une filmo de ouf. Et là, se retrouver sur Disney+, j'ai l'impression que c'est la boîte garage, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, t'as pas d'idée, ça te dirait de faire notre nouvelle adaptation live ? Mais les remakes live, faut vraiment arrêter. Le problème, c'est que ça vend. Mais là, j'ai été déçu par le film, déçu par le traitement qu'il fait, et déçu encore plus par Robert Zemeckis. Donc là, la déception, oui, je trouve vraiment que ce film est très très mauvais, et sans parler de la fée bleue qui est... Mais visuellement, il y a des idées qui sont vraiment dégueu, quoi. J'en retiens rien, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, quoi. Alors, en numéro 4, tu as mis La Nuit au musée, le retour de Cam. Donc c'est un film d'animation que je trouve très très moche. En plus de ça, au niveau de la cohérence du scénario, c'est vraiment un épisode de Scooby-Doo qui, au lieu de durer 20 minutes, il dure 1h20, et donc ça traîne des trucs en longueur de manière assez horrible. Et puis au niveau de la cohérence par rapport à l'univers, on va dire, des films, et ben je trouve que ça colle pas. Il y a plein d'erreurs, il y a plein de trucs des règles qui sont pas respectées, et puis voilà quoi. Bon, il n'y a aucune créativité et c'est un peu terrible pour ça. Voilà. Et puis c'est très difficile à regarder alors que ça dure qu'1h20, j'ai mis 4 fois à le regarder. Et ensuite raté, on avait aussi le nouveau L'Âge de glace qui était centré sur Buck Wild, aussi sur Disney+, qui n'avait strictement aucun intérêt. C'est là où la franchise commence à creuser tellement ils ont pu dire. Alors moi, en numéro 4, j'ai mis un documentaire, j'ai mis Rosie de Marine Barnerias. Alors, c'est un documentaire que j'ai vu sur MyCanal, des notes dithyrambiques, la presse un petit peu mitigée plutôt. Et là en fait, le documentaire c'est une fille qui va chez un médecin visiblement, et on lui dit t'as la sclérose en plaques. Et elle dit oh, et donc tu vas avoir très mal, tu pourras plus rien faire de ta vie. Visiblement les médecins lui ont dit ça, on sait pas. Et elle a dit non, je vais me battre. Et elle va faire le tour du monde grâce à des dons
sur qu'est-ce qui se manque, des trucs comme ça, quoi. Et en fait, le film, c'est ça. C'est elle qui va parler face cam, parce qu'elle est devenue documentariste. Voilà, elle était en études de journaliste, voilà, elle a pris une année sabbatique pour faire ses voyages. Et elle va expliquer à quel point c'est trop bien de voyager, et c'est trop bien de vivre finalement sur l'argent de don, qui est dû à une certaine pitié, je ne sais pas, enfin, c'est assez étrange. Et le problème, en fait, c'est le discours qui est fait sur les médecins, parce que tout le long, c'est genre, ouais, mais de toute façon, les médecins, ils font mal leur boulot, et puis ils nous disent qu'on pourra plus rien faire, enfin vraiment, ils ont été dégueulasses avec moi. Et parallèlement à ça, on a un autre intervenant, c'est le père de cette marine, qui dit oui, mais de toute façon, le système hospitalier et médical en France va n'importe comment. Je veux dire, on vous annonce des choses qui sont fausses et on essaie de décourager les gens. Là, ma fille, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Ok, c'était le cinéma de l'entre-soi. Et quand on se renseigne pour savoir qui est le papa de Marine, on se rend compte que lui aussi est documentariste. Et lui aussi a fait un film qui était sorti dans un de mes flops, je crois l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais, c'était pour le film 2021, ouais. Ouais, c'est lui qui avait réalisé le documentaire Hold Up, qui était catastrophique, ouais. Qui était vraiment une horreur par rapport au Covid. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est le gars, il dit, tiens, la médecine, la santé, c'est pas trop mon truc. Et vu toutes les thèses conspirationnistes, quand tu lis ça à ce documentaire, c'est assez gênant. Donc t'as un truc qui est assez bienveillant, assez soi-disant feel good, donc je comprends que la majorité des spectateurs soient attachés à ce genre d'idées, mais moi j'ai été complètement extérieur et ça m'a vraiment rendu furieux. Il est pas en top 1 comme a fini Hold Up, parce que qui était vraiment plus gênant qu'autre chose, mais là, en tant que documentaire, c'est clairement ce qui peut se faire de pire. Ouais. Par contre, du coup, petit aparté, en partant de Hold Up, il y a eu l'année dernière un documentaire qui est plutôt bien fait, c'est Fake Up, qui justement va démonter ce truc-là. C'est produit par Clément Fraise, qui est un mentaliste, mais qui est aussi un debunker. On pourrait dire, on pourrait l'appeler comme ça. En gros, il est financé par le truc de zététique. Les zététiques, c'est ceux qui vont analyser les choses en disant est-ce que vraiment il y a des choses vraies, etc. Et il analyse dans une première partie du film, parce que je crois qu'il va en faire d'autres parties, ce documentaire. Et ce qu'il fait, c'est très intéressant. Donc je vous conseille de regarder aussi Fake Up, qui analyse en quoi ce premier documentaire était mauvais. Alors, en numéro 3, donc là le podium, ouais. On a Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, de David Yates. Donc David Yates quand même qui s'est dit ma carrière là, je vais faire que du Harry Potter, que de l'univers étendu, que ça. Bon, je vais mettre Tarzan au milieu, comme ça je vais bien montrer que je peux rater tout. Alors, mais oui, mais David Yates, qu'est-ce que c'est? Puis surtout, et aussi les scénaristes, J.K. Rowling et alors je ne sais plus le nom du co-scénariste avec qui il travaille, mais les deux ce sont les mêmes scénaristes que la saga Harry Potter. Mais J.K. Rowling, elle connaît rien Harry Potter. Ouais, on dirait bien. Et en fait, pour moi, c'est la quintessence de ce qu'il ne faut pas faire dans une suite. On oublie la moitié des personnages. Il y a un procès, il y a des problèmes juridiques avec un acteur, donc on le coupe au montage alors que c'est l'acteur principal. Donc c'est le personnage de Croyance en fait qui passe de le personnage qui va être le plus important du 3 parce qu'à la fin du 2 on nous met un gros truc sur lui en disant ah tu es peut-être le fils de Dumbledore et on se dit oh c'est peut-être le fils de Dumbledore alors que c'est pas dans les bouquins donc on se dit ouais peut-être que J.K. Rowling nous sort un truc qu'elle a pas voilà. Et là, en fait, on a sous intrigue qui est vite fait éclipsé parce que, en fait, l'acteur, faut pas trop le voir, etc. Des personnages qu'on comprend pas. De Queenie qui, à la fin du 2, dit en fait, je vais être méchante parce que. Enfin, je vais être avec les méchants parce que je trouve qu'ils ont raison. Et là, minute 1 du film, on la voit, elle est déjà en train de douter alors qu'elle vient de rejoindre les méchants. Alors, ça se passe quelques semaines après, le 2. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de personnages qui disparaissent, les révélations sont... Voilà, et le postulat de base, c'est on va pervertir un animal impervertissable, qui voit la pureté dans les gens. Et pour élire le grand mec que tout le monde sait que c'est un dictateur, enfin que c'est un mec qui a fait des génocides, etc. Et tout ça pour faire une métaphore du régime nazi et de la montée du nazisme
parce que ça se passe en Allemagne, parce que... Et en fait, tu fais, mais c'est pas fin du tout, c'est pas fin, les personnages sont pas compréhensibles, et ce qu'on veut voir, eh ben, on le voit même pas, en fait. Ça s'appelle toujours les animaux fantastiques, parce que au début, ils se sont dit, on va faire des animaux fantastiques, mais ils se sont vite rendus compte que c'est pas ce qu'ils voulaient raconter, mais plutôt la jeunesse de Dumbledore, et cette aventure, et là, ça marche pas du tout, et c'est une catastrophe. Et on n'aura certainement pas de suite à cette saga, malheureusement, parce que bah, ça a bidé, parce que c'est pas bon. Donc voilà. Et encore une fois, tu l'as pas vu en Chine, là où ils ont coupé toutes les scènes qui ont des rapports avec des évocations homosexuelles entre des personnages, qui rend le film encore moins compréhensible. Ah bah voilà. Les Chinois ils ont dû rien comprendre. Mais je comprends pas, c'est un attachement. Ah la vache, ils ont dû rien comprendre. Alors moi en numéro 3, j'ai mis aussi le 3e épisode d'une franchise qui était franchement pas bien parti et qui la s'effondre sur son dernier épisode, c'est Jurassic World, le monde d'après, de Colin Trevorrow. Alors là, je ne comprends pas, parce que l'épisode 2, ou si on le ramène à Jurassic Park, l'épisode 5, avait quand même une mise en scène de ouf, et un scénario un peu crétin. Mais où je comprenais où ça voulait aller. Je disais, ok, ça se tient. T'avais un côté horrifique qui était pas... Voilà, t'avais une espèce de bas noir à la fin, tu dis, ok, allez, pourquoi pas, ça se tient. Et là, il s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il a fait Bayona ? Ouais, j'aime pas. Non, dans mon film, j'ai plutôt dire que ça se passe dans le futur, donc vraiment, tous les événements à la fin du 5, on oublie. On retrouve les persos du 4 et du 5, parce qu'il faut quand même les citer. Et puis, on n'a qu'à dire qu'on clôture leur arc. C'est-à-dire, en fait, à un moment, ils montent dans un van et ils partent. Et on les voit plus. Ok, c'est sympa. Et le personnage de Marcy, on n'a qu'à dire qu'à un moment, on le retrouve à Malte, et puis il dit salut, et puis il disparaît. Ouais, ça c'est bien, ça c'est une bonne façon de clôturer des arcs. Et alors, au niveau de l'histoire, on a quoi ? On a des sauterelles géantes. Parce que c'est ça qu'on veut voir quand on voit un film Jurassic Park, ou Jurassic World. Ce qu'on veut voir, c'est des insectes géants qui sont financés par une organisation pour détruire les champs des concurrents, pour avoir une espèce d'hégémonie sur les céréales. Waouh, c'est... Ok, c'est ça ce qu'on veut. Et en fait, on retrouve les dinosaures dans une espèce de cratère de volcan, parce que comme ça ils peuvent pas partir. Et là, ils se disent, attends, pour révéler le scénario, on n'a qu'à dire que c'est des personnages du tout premier Jurassic Park qui se retrouvent, et en fait ils vont faire le lien avec les personnages de cette nouvelle saga. Et alors, si c'était les prendre pour jouer ça, avec des dialogues, mais qui ont des résonances par rapport au premier film, mais de façon tellement paresseuse, tellement lourde, toutes les phrases que sort Jeff Goldblum dans le premier épisode, dans Jurassic Park, mais c'est masterclass, vraiment c'est des trucs dont je me souviens toute ma vie, parce que c'est féroce, c'est péchu. Là t'as l'impression qu'ils se disent, on va prendre plutôt ça, et ils les balancent vraiment sans aucune conviction, et il n'y a rien de marqué, il n'y a aucun dialogue qui marque par son intelligence, quoi. Développement de personnages quasi zéro, et puis on te fait revenir un méchant d'un épisode, avec des espèces de clins d'œil, pas fin du tout. Et voilà, à la fin, on se dit, mais je crois même les plus gros fans absolus, ils étaient déçus. Donc là, alors venez surtout pas me dire qu'il y a des espèces de métaphores sur l'industrie du cinéma et que c'est un film extrêmement intelligent là-dessus, parce que là, franchement, j'ai entendu ça et je me suis dit, mais non, arrêtez, c'est complètement à côté de la plaque. Là, c'est défendre l'indéfendable. Là, c'est vrai que c'est pas. Je comprends rien, c'est n'importe quoi. Alors, on va passer au numéro 2. Numéro 2 qui est commun. Encore un film de super-héros. Alors, mais là, Marvel, mais Marvel Sony. Voilà, c'est Marvel plus ou moins. C'est le Sonyverse avec Morbius. Faut pas trop quitter les Sony, c'est le nom de la caméra. Donc, Oui, c'est vrai. Sony, ça peut être sympa. Ils ont fait Spider-Man et Spider-Man, tout ça. Donc, Morbius de Daniel Espinosa. Alors, de quoi ça parle c'est chiant à résumer. En fait, c'est un... Non, mais parce que c'est un... C'est un malade. C'est un mec qui est malade, qui a un de sang, et qui va créer un genre de sang artificiel, sauf que le problème, c'est que ce sang artificiel va... Qui vient de chauve-souris. Chauve-souris, va le faire muter en genre de vampire un peu super chelou. Fort. Voilà.
Et il va du coup avoir des pouvoirs à partir de là. Et puis le méchant, c'est un peu la même origin story, mais parce qu'ils ont les mêmes maladies. Et ils sont potes. Et ils sont base, potes. voilà. Et puis celui qui a essayé le premier traitement lui dit non, faut pas essayer parce qu'au final ça pue un peu du cul, mais au final il le fait. Donc les deux se retrouvent avec les mêmes pouvoirs. Et mon Dieu, que ça n'avance pas et que en fait c'est 1h30, mais c'est 1h30 dur à regarder. Ouais, hein. ouais. Et puis voilà, on a quand même Michael, Ouais. et sa copine Martine, qui vont survivre parce que quand même un personnage qui s'appelle Martine, ça peut être toujours étrange dans un film américain. Genre, oui, on va monter sur ce bateau, oh mon Dieu, mais je révèle mes pouvoirs, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Tu veux dire que toutes les personnes qui sont mortes sur ce bateau, c'est lié à moi? Oui, regarde, il y a des griffes. Les griffes, ça c'est lié à un homme qui s'est transformé en chauve-souris. Oh là là, c'est ringard. En fait, t'aurais sorti ça début 2000, on t'aurait dit, oui, c'est du même tonneau que Ghost Rider, voilà, c'est ça. Voilà. Mais sortir ça en 2022, soit il voulait rendre hommage au film pourri des années 2000, ou soit il s'est dit, non, je crois sérieusement à ce que je fais. Là, franchement, c'est un très très bon anti-héros, on sait même pas, parce qu'il est gentil, méchant. Ce qui fait peur avec le Sonyverse de Marvel, c'est qu'il creuse. Parce que Venom, c'était pas ouf. Venom 2, je trouvais ça pire. Morbius, je sais pas si c'est pire que Venom 2, mais bon, c'est quand même clairement pas bon. Quasiment au même niveau. Et cette année 2023, on va avoir Kraven le chasseur, qui est normalement un personnage extrêmement intéressant, avec un gros acteur en plus qui va le jouer. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai très peur, mais bon. C'est assez flippant, hein. Sans parler des effets visuels de vol, où t'as l'espèce de flou derrière. Parce que c'est moche. C'est flashy. Pas une idée à voir, ça. Putain, quelle horreur. Et donc, ton numéro 1, c'est un film dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est Moonfall de Roland Emmerich. Oui, et ben je vais pas rappuyer pendant des heures mais ce truc, mais moi si je devais résumer le film pour comprendre pourquoi est-ce que ça très mauvais, c'est que c'est what the fuck, pourquoi pas, mais le problème c'est que ça va tellement plus loin, ça va tellement trop loin à chaque fois qu'on pense qu'on est au maximum de la connerie, ça te rajoute une couche, puis une couche, puis une couche. Et en fait, la Lune, c'est pas juste la Lune, c'est une station. Et en fait, la station, c'est parce qu'il y a eu une civilisation. Et en fait, ça rajoute des couches, des couches, des couches, des couches. À la fin, on sait plus d'où on est parti. Le complotiste, il est insupportable. Et en fait, c'est lui qui a raison depuis le début, mais alors dans tous les films de Roland, sur un truc complètement éclaté. Et il y a vraiment un truc qui résume bien le film, c'est un moment un militaire. Il y a tous les militaires qui vont faire péter la Lune avec ils disent bon, on va faire péter avec les bombes nucléaires qu'on a, on va avoir des radiations, mais au moins on va pouvoir sauver les gens dans les bunkers, que si la Lune s'écrase tout le monde meurt, donc on va essayer de sauver un minimum de gens. Donc ils commencent à faire ça, et il y a un des mecs qui doit faire péter remettre la clé, qui se barre avec la clé en disant non parce que, attention justification, son ex-femme est dans une fusée qui va sur la Lune pour essayer de régler le problème. Et sauf qu'à ce moment-là, il n'y a aucune logique, il est entouré de 50 militaires, et ils sont enfermés dans la pièce, et il n'y a personne qui bouge. C'est-à-dire qu'aucun militaire ne bouge, alors qu'il n'est pas armé, il y a 50 militaires, tous armés jusqu'aux dents, et tu te dis, mais la logique du film, elle non mais vous avez raison, tellement... Une vie contre la moitié de l'humanité. Ouais, franchement, c'est équitable. C'est ça, mais le raisonnement de ce film, il est insupportable en fait. Et il y a plein de trucs où c'est viens, on va le sauver lui. Oui, mais attends, c'est déjà le quatrième qui dit qu'il va sauver, celui qui va sauver. Faut arrêter, sinon il n'y a plus personne qui survit. Et en fait, c'est bourré de trucs comme ça, et c'est très très long, très très long. Et on en rigolait en fait, rigolait tellement ça allait loin. C'est plus qu'un honneur quoi. Et moi en numéro 1, j'ai mis Arthur, Malédiction de Barthélemy Grossman. Alors c'est un film qui porte très bien son titre. Alors déjà, je pense que tout est mauvais dans ce film. Alors visiblement, sur le tournage, il y a eu des gros problèmes déjà. Bon, produit donc par Luc Besson, qui avait fait cette formidable trilogie qui est Arthur et les Minimoys. Et dans le film, donc, c'est des fans d'Arthur et les Minimoys qui ont grandi, donc qui ont une bonne vingtaine dans le film, qui se disent « Ah là, tous les ans, on se retrouve pour regarder... cette série de films, et tu les vois, ils les regardent, mais de façon sérieuse, genre, vraiment, pas pour se moquer, hein, vraiment, sérieusement, quoi. Et là, en fait, il y a dans le groupe de potes, un gars qui fait, hey, regarde, je sais où a été tourné le film, ça te dit on y va? Mais oui, super idée!
Et quand ils arrivent sur place, ils voient que l'ambiance autour du village, près de cette maison, elle est un peu bizarre. Voilà, donc ok, on arrive là-bas. Et quand ils arrivent sur place, et ben il va se passer des événements un peu bizarres, un peu un slasher. Voilà, ils vont partir à droite à gauche, il y en a qui va partir en forêt, il va se retrouver dans un piège, d'autres qui va partir en voiture, mais en fait il manque les clés et puis ils se font attaquer. Vraiment, c'est tous les clichés du cinéma slasher, mais mêlés à cette histoire de on va faire une suite plus ou moins hommage, on sait pas trop, à Arthur et Minimoys, où on reprend juste le décor de base. Tu comprends rien à la façon dont c'est écrit. Tous les acteurs jouent super mal. Et par exemple, on a une qui est allergique aux abeilles, elle le dit dès le début. Et là, quand elle voit une espèce de menace, un gars déguisé, c'est pas une espèce de fantôme au premier étage, elle va se cacher dans une grange où il y a un nid de guêpes ou d'abeilles, et elle se fait attaquer. Non, mais, c'est le degré zéro de la créativité, il n'y a plus rien quoi. Pour te mener à une scène finale que je vais pas révéler, mais on se dit waouh, tout ça pour ça, avec ce message en gros qui te dit attention, regarder des films peut tuer, voilà, peut rendre violent. Donc, jusque dans la morale de fin, ça n'a strictement aucun sens, et c'est français, c'est malheureux que le pire film de l'année soit français. Si on croit leur logique, on va devenir des sacrés psychopathes. Ah oui. Tous les films qu'on aime, genre Harry, on a mis voilà, bien, des choses comme ça bien glauques, on va vraiment finir très malsain. Ouais. Bref, c'est tout pour le flop. Ouais, en espérant qu'il y ait... de toute façon, il y aura aussi des vrais films. Oui, voilà, il y aura certainement dans le flop cette année, on verra, espérons qu'il n'y en ait que 10. Ouais, c'est vrai. Et puis, eh bien, on se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. C'était le Geekophile et Florent. Finité. Une quantité.